Bonjour, chers téléspectateurs, et bienvenue à votre émission Cette semaine dans Dautré, édition du 14 août 2022. Donc, presque la fin de l'été, encore des beaux jours qui s'en viennent. Et comme toujours, nous avons quand même des sujets très intéressants à vous parler. Premièrement, on vous parle du conseil municipal qui s'est tenu à la municipalité de Berthierville, à la ville de Berthierville. Il a été question, entre autres, d'un partenariat avec la SADC. En effet, la SADC a préparé une étude et va préparer d'autres études pour parler de projets touristiques, de projets récréo-touristiques. On parle surtout des terrains qui sont reliés au chenal du Nord et tout l'environnement touristique qu'il peut avoir autour. Donc, la municipalité a décidé d'être le leader dans ce projet. Elle mandate la SADC pour lui trouver, on pourrait dire, des projets, des idées, mais elle veut aussi s'associer avec différentes municipalités de la région. On parle de Saint-Cuthbert, Saint-Barthélemy, la Visitation de l'île du Pas, Saint-Ignace de Loyola et Sainte-Geneviève de Berthier, tout ça pour créer un pôle, pour créer vraiment une synergie pour offrir des offres touristiques dans le coin. Donc, ce sera un dossier à suivre. La municipalité aussi continue dans les festivités du 350e de Berthierville. Vraiment beaucoup, on pourrait dire, d'attractions, beaucoup de choses qui sont offertes cette année. Vraiment très intéressantes. La ville est très active. Il y aura des fêtes de quartier. On parle aussi d'un pique-nique au début septembre, ainsi que la venue d'un humoriste, un spectacle d'humour à la polyvalente de Berthier. L'artiste serait Simon Gouache. Donc, Berthierville en ébullition, vraiment très intéressant. Du côté de Lanoraie maintenant, le conseil municipal qui a été tenu encore cette semaine, 2 points qui nous ont attiré notre attention. On parle d'un engagement d'un biologiste, vraiment faire des études concernant l'ajout de puits, une pointe d'eau pour la municipalité de Lanoraie. Donc, la municipalité veut être certaine d'avoir tous les documents conformes, d'avoir toutes les informations correctes pour pouvoir possiblement aller par la suite avec, on pourrait dire, la MAPAC, la CTPAQ, avec toutes les instances pour s'assurer que s'ils décident de mettre un nouveau puits, tout soit fait. Et aussi, une première, la ville est devenue amie des monarques. La municipalité a été sensibilisée au fait que les monarques étaient en voie d'extinction, qu'il y avait une grosse problématique à ce niveau-là, et elle veut collaborer à ça. Maintenant, on a parlé aussi de sclérose en plaques. La semaine prochaine, il y aura une journée A&W, donc à l'achat de chaque Teen Burger, un montant de 2 $ sera remis à l'Association canadienne de sclérose en plaques. Nous avons rencontré 2 intervenants. Le premier, Anthony Asselin, qui est atteint de la sclérose en plaques, un jeune qui a accepté de nous parler de sa situation et de l'importance de cette journée-là, ainsi que M. Louis Adam, directeur régional pour l'Association canadienne de la sclérose en plaques, qui nous parle des avancées au niveau de la recherche et de l'importance encore là de données. Nous avons aussi parlé au niveau de la chapelle des Cuthbert. Nous avons rencontré Mme Evelyne, qui est une conteuse et une tisseuse, une fileuse, qui fait des activités de médiation, entre autres avec le camp de jour de la municipalité de Berthierville. Et nous avons aussi parlé par la suite, on vous présente la présentation qu'elle a faite avec les jeunes. On vous rappelle qu'elle est à la chapelle jusqu'au 14 août, justement jusqu'à aujourd'hui, pour vous rencontrer, parler de vos histoires, de vos contes par rapport au tissage, à la laine, au fil de laine. Donc, vraiment très intéressant, une très belle journée. Donc, c'est tout ce que nous avons au niveau de cette semaine dans Dautré. On espère que vous appréciez nos émissions. On vous rappelle que notre bulletin de nouvelles est à tous les jours à compter de 6 h et en rappel le lendemain à 12h30. Donc, syntonisez CTRB pour être au courant de tout ce qui s'en vient, tant au niveau municipal, provincial, avec les élections et toutes les activités culturelles de la région. C'est un rendez-vous et à la semaine prochaine. H10, fête de quartier pour le domaine Goulet. Monsieur Darvaux. Considérant le courriel daté du 31 juillet 2022 transmis par Mme Mylène Lessard, représentante des citoyens demeurant dans le quartier du domaine Goulet, faisant état de l'organisation d'une fête de quartier par les résidents du secteur qui sera tenue le 20 août prochain. Considérant que
considérant que les résidents du secteur formés de jeunes familles désirent organiser cette fête dans le but d'échanger ensemble, considérant qu'une participation financière de la Ville de Berthierville ainsi que l'utilisation du parc situé à l'extrémité de la rue Langlois sont souhaités pour la tenue de l'activité. En conséquence, je propose d'autoriser l'utilisation du parc municipal situé à l'extrémité de la rue Langlois aux fins de fête de quartier, qui sera tenu le 20 août 2022 sous la responsabilité de Mme Mylène Lessard, d'autoriser la dépense encourue pour la location de 2 jeux gonflables au coût de 250 $, détaillée à l'offre datée du 8 août 2022 déposée par la firme Minimus. Merci beaucoup. C'est appuyé par? Appuyé. Mme Fontaine, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite? Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H11, programme des fêtes du 350e, activité au parc Charles-Bellemare. M. Frenière, s'il vous plaît. Considérant l'enveloppe budgétaire allouée à la tenue des fêtes du 350e par la Ville de Berthierville, considérant que la programmation prévoit un pique-nique familial au parc Charles-Bellemare le 3 septembre prochain, considérant l'offre de services datée du 4 août 2022 déposée par les productions Méga Animation Incorporées, en conséquence, je propose d'octroyer aux productions Méga Animation Incorporées le contrat d'animation du pique-nique familial qui se tiendra le 3 septembre 2022 au parc Charles-Bellemare au coût de 3 675 $, plus les taxes applicables telles que détaillées à leur offre de service datée du 4 août 2022. Merci beaucoup. C'est appuyé par? J'appuie. Mme Fontaine, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite? Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, ça, une animation au parc Charles-Bellemare, des fêtes de quartier, des choses qu'on aimerait bien pouvoir aussi répéter dans les prochaines années. H12, programmation des fêtes du 350e, spectacle avec humoriste. Donc, M. Frenière. Considérant l'enveloppe budgétaire allouée à la tenue des fêtes du 350e anniversaire par la Ville de Berthierville, considérant que la Ville désire intégrer à sa programmation un spectacle d'humour qui sera tenu le 26 novembre 2022 à l'auditorium de l'école Pierre-Lestage, considérant la résolution numéro 2022-05-151, octroyant au Café culturel de la Chasse-Galerie le mandat de la programmation artistique de spectacles d'humour, excluant les cachettes artistiques. En conséquence, je propose d'autoriser la tenue d'un spectacle avec l'humoriste Simon Gouache le 26 novembre 2022 au coût de 10 950 $ plus les taxes applicables. De fixer le prix unitaire des billets au montant de 20 $ pour une personne résidant à Berthierville et un montant de 40 $ pour un non-résident. Merci beaucoup. C'est appuyé par? J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite? Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H8, SADC de Dautré, Joliette, Berthier et ses îles pour un modèle de développement touristique et de gestion durable. M. Lahaye. Considérant que la Société d'aide au développement de la collectivité d'Autrey-Joliette, la SADC, a déposé une proposition en juillet 2022 à la Ville de Berthierville à l'égard d'une démarche relative à la validation de certains concepts, projets et structures de gestion pour encadrer le développement touristique du territoire basé sur le chemin du Roi et l'archipel des îles de Berthier. Considérant que plusieurs actions se déroulent actuellement sur le territoire de la MRC de Dautré, particulièrement sur le parcours du chemin du Roi, de ces municipalités, incluant le territoire des îles de Berthier, afin de dégager des pistes d'action, de consolidation et d'orientation de développement pour ce territoire. Considérant les grandes possibilités de développement touristique et de plein air de ce territoire, considérant que les conditions actuelles sont gagnantes pour qu'un développement marqué prenne son envol, axé sur l'accès à ces attraits naturels tels que les parcs, les îles, le fleuve et les paysages exceptionnels, ainsi que son histoire. Considérant l'importance de trouver ou créer un modèle de développement et de gestion durable inspirant, innovant et rassembleur afin d'assurer une croissance saine, harmonieuse et rayonnante du territoire. Considérant que la Ville de Berthierville désire aménager et développer le parc du Chenal du Nord situé à l'embouchure de la rivière Bayonne et du fleuve, étant central entre l'archipel des îles de Berthier et du chemin du Roi.
considérant la disponibilité financière de la SADC reliée au fonds vert au montant de 60 000 $ pouvant être mise à contribution afin de valider certains concepts, projets et structures de gestion d'un tel développement durable. En conséquence, je propose de confirmer l'intérêt de la Ville de Berthierville à adhérer à la proposition présentée par la SADC de Dautrey-Joliette à l'égard de la démarche relative à la validation de certains concepts, projets et structures de gestion pour encadrer le développement touristique du territoire basé sur le chemin du Roi et l'archipel des îles de Berthier. Que cette résolution soit acheminée à la municipalité régionale de comté de Dautrey ainsi qu'aux municipalités de Sainte-Geneviève de Berthier, la Visitation de l'île du Pas, Saint-Ignace de Loyola, Saint-Cuthbert et Saint-Barthélemy. Je pense que tantôt, ça va valoir la peine de vulgariser ça un peu. Bon, comme la suggestion que j'ai eue l'autre jour, tantôt, c'est appuyé par... Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. Il y en a pas au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopter l'unanimité des conseillers présents. Le point H9, dans le fond, qui fait référence toujours au projet. Développement touristique, validation auprès des municipalités incluses dans la zone délimitée par la SADC de Dautrey-Joliette. Monsieur Lair, toujours. Oui. Considérant que la Société d'aide au développement de la collectivité de Dautrey-Joliette, la SADC, a déposé une proposition en juillet 2022 à la Ville de Berthierville à l'égard de la démarche relative à la validation de certains concepts, projets et structures de gestion pour encadrer le développement touristique du territoire basé sur le chemin du Roi et l'archipel des îles de Berthier. Considérant que la Ville de Berthierville a manifesté son intérêt à adhérer à la dite proposition présentée par la SADC de Dautrey-Joliette, considérant que plusieurs actions se déroulent actuellement sur le territoire de la MRC de Dautrey, particulièrement sur le parcours du chemin du Roi et de ses municipalités, incluant le territoire des îles de Berthier, afin de dégager des pistes d'action, de consolidation et d'orientation de développement pour ce territoire, considérant les grandes possibilités de développement touristique et de plein air de ce territoire, considérant que les conditions actuelles sont gagnantes pour qu'un développement marqué prenne son envol, axé sur l'accès à ses attraits naturels tels que les parcs, les îles, le fleuve et les paysages exceptionnels, ainsi que son histoire, considérant l'importance de trouver ou créer un modèle de développement et de gestion durable, inspirant, innovant et rassembleur afin d'assurer une croissance saine, harmonieuse et rayonnante de ce territoire, considérant qu'il y a lieu de favoriser une concertation de l'ensemble des municipalités du territoire concernées pour développer les conditions gagnantes, le tout basé sur une volonté régionale de maintenir et de développer les lieux et équipements publics au service de ses résidents, tout en faisant de ces atouts des incitatifs pour rejoindre la clientèle touristique et maximiser les retombées économiques. Considérant la disponibilité financière de la SADC reliée au fonds vert au montant de 60 000 $ pouvant être mise à la contribution afin de valider certains concepts, projets et structures de gestion d'un tel développement durable. En conséquence, je propose de valider auprès de ces municipalités incluses dans le territoire concerné leur intérêt à adhérer à la proposition présentée par la SADC de Dautrey-Joliette à l'égard de la démarche relative à la validation de certains concepts, projets et structures de gestion pour encadrer le développement touristique du territoire basé sur le chemin du Roi et l'archipel des îles de Berthier. Que la présente résolution soit acheminée aux municipalités de Sainte-Geneviève de Berthier, la Visitation de l'île du Pas, Saint-Ignace de Loyola, Saint-Cuthbert et Saint-Barthélemy, et qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la municipalité régionale du comté d'Autrey, à la SADC de Dautrey-Joliette. Merci beaucoup. C'est appuyé par... Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors ça, tantôt, si vous voulez, ce sera des belles questions à poser pour que je puisse vulgariser ce projet qui pourrait être le début de quelque chose de très intéressant. À l'écoute.
En fait, c'est que, bon, vous savez, depuis longtemps, le parc du Chemin du Nord, les spéculations, on aimerait bien pouvoir faire quelque chose avec ça. À l'automne, pas à l'automne, au printemps, j'ai été approché par l'Université du Québec à Trois-Rivières avec un professeur, M. François de Grandpré, et ses étudiants en maîtrise qui font justement une maîtrise sur un projet de développement touristique, et ainsi de suite. Et on a visité ensemble les îles, on a visité la Pépinière, on a fait pas mal de tours du territoire. Et le premier projet qu'il a présenté à ses élèves, c'était un travail de session, si on peut dire, de remettre un petit peu une idée de comment on pourrait développer la région avec ces îles. Parce qu'on ne parle pas juste de Berthier, on ne parle pas juste du parc du Chenal du Nord, mais le Chenal du Nord, le parc, c'est comme un peu central. Berthier est une ville de centralité. Il y a les îles qui sont, je pense, de la vie de tous, peut-être inexploitées, je parle de façon durable, peut-être pas assez valorisées, disons. Donc, on regardait voir qu'est-ce qui pouvait être fait, un petit peu côté historique aussi, environnemental. Et les étudiants nous ont remis un projet, on a présenté ça au conseil. Puis, ça, c'était une première approche. À partir de là, bon, on a su par après que c'était une initiative de la SADC qui avait comme un peu lancé le projet pour faire une première approche. Et à partir de là, la SADC nous a contactés pour nous dire qu'il y avait peut-être, au niveau touristique et de façon durable, il fallait avoir un volet écologique, évidemment, environnemental, et qu'il y aurait des sous pour peut-être nous aider à faire une étude pour la région, disons l'archipel, le chemin du roi, puis voir comment on pourrait développer de façon touristique. Peut-être même, nous on parle même de peut-être la possibilité d'orienter ça en étant un parc régional. Donc, évidemment, quand un organisme comme ça veut nous approche avec une somme d'argent et prêt à contribuer financièrement, ben, je pense que c'est normal qu'on porte attention. Et on en a discuté, on a rencontré. Moi, j'avais fait une première rencontre avec M. de Grandpré, Jocelyn de Grandpré, de la SADC. Et ensuite de ça, j'ai demandé à M. de Grandpré de venir nous présenter au conseil. Donc, on a eu une petite réunion, un rendez-vous vendredi matin. Il nous présentait ça en détail. Et je pense que tout le monde au conseil est très, très, très intéressé. Alors, il s'agit, dans le fond, dans un premier temps, de savoir si ça nous intéressait d'embarquer là-dedans. Évidemment, ça nous intéressait. Mais là, comme ça touche les autres municipalités alentours, et si on veut faire un parc régional, il faut que ça passe par la MRC. Donc, nous, Berthierville, on veut être le joueur central là-dedans. On veut un peu être les instigateurs de ce projet-là. Alors, il va falloir, là, vous avez vu dans une résolution, on parlait des municipalités Sainte-Geneviève, L'Île-du-Pas, Saint-Ignace, Saint-Cuthbert, Saint-Barthélemy, parce qu'on parle du chemin du roi, on parle des pistes cyclables, on parle du bateau passant, on parle des pourvoiries dans les îles, on parle de la pépinière. Donc, d'organiser peut-être quelque chose ensemble et faire des démarches auprès de la MRC pour peut-être faire une première étude, disons, puis ensuite développer pour avoir, disons, quelque chose de touristiquement viable et intéressant à proposer dans la région. Alors, c'est une première, c'est un point de départ. Puis là, on en est là, vous avez vu les résolutions, c'est public, ça va être transmis aux municipalités, ça va être transmis à la MRC, à la SADC. Donc, ce soir, on dépose, dans le fond, nos intentions d'y aller dans ce sens-là. Alors, on parle de sommes de projets qui pourraient se faire sur 3 ans. La SADC donne 60 000 $. Nous, on aura 40 000 $ à contribuer. On est prêt à le mettre. On est prêt aussi à écouter nos voisins si on veut y aller dans le parc rural, si on veut chacun donner un montant pour faire l'étude commune. Mais nous, c'est sûr qu'à Berthierville, on va être le chef de file dans ce projet-là. Madame Dubois, tu as quelque chose à rajouter? C'est complet.
9.2. Ville amie des monarques. Considérant que le papillon monarque est une espèce emblématique de l'Amérique du Nord et que sa migration exceptionnelle et son cycle de vie fascinant ont frappé l'imaginaire de millions de citoyens. Considérant que depuis 20 ans, sa population a diminué de 90 % en Amérique du Nord et que les scientifiques attribuent ce déclin à la dégradation et à la perte d'habitats de reproduction. Considérant que les municipalités ont un rôle crucial à jouer pour le rétablissement de l'espèce en créant des habitats de reproduction sur leur territoire, en diffusant de l'information sur le sujet ou en invitant la population à participer à des programmes de sciences citoyennes. En conséquence, proposé et résolu que la municipalité de Lanoraie s'engage officiellement à contribuer à la restauration des habitats du monarque en poursuivant l'implantation de mesures de protection de l'espèce et en encourageant ses citoyens à participer à cet effort afin que ce magnifique papillon puisse à nouveau prospérer sur tout le continent. Que le maire, au nom de la municipalité de Lanoraie, signe l'engagement des maires pour la sauvegarde des monarques, ville amie des monarques. Je veux ici saluer l'initiative de Mme Cormier. Belle initiative, effectivement. Et je pense que ça a donné des résultats. Là, on a vu sur Internet voir quelques papillons naître pratiquement en direct, là, donc des monarques. Alors, félicitations, belle initiative et la municipalité, effectivement, s'engage à faire aussi sa part pour la protection et la sauvegarde des monarques. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. 8.2, puis 6.3, biologiste. Il est proposé, appuyé et résolu de mandater la firme Biodiversité Conseil Inc. pour une étude complémentaire sur la caractérisation des milieux naturels dans le secteur du futur puits 6.3 et qu'un montant de 11 792 taxes en sus soit autorisé à cette fin. Que ce montant soit pris à même le fonds général à une hauteur de 10 % et le fonds en eau potable à une hauteur de 90 %. Alors, je vais essayer de faire une histoire courte. On a un hydrogéologue qui a remis un rapport à la municipalité. Et là, évidemment, pour le puits 6.3, on a obtenu les autorisations de la Commission de la protection du territoire agricole. Donc, ça, c'est acquis. La Commission est d'accord. Un peu comme au début des années 2000, lorsqu'on avait réussi à obtenir l'autorisation d'implanter des puits en zone agricole, en passant qui était une première au Québec, de pouvoir faire ça. À l'époque, on avait, c'est la même firme d'hydrogéologue. À l'époque, on avait engagé, on avait travaillé avec un aménagiste, avec un agronome, avec un fiscaliste, avec un avocat pour aller devant la commission, pour faire valoir justement la nécessité d'avoir des puits en eau potable pour la municipalité. On avait réussi à obtenir l'autorisation. Maintenant, avec les années, on a installé une autre série de pointes. On dit un puits, mais c'est des séries de pointes. Et là, la municipalité est en demande, donc, auprès du ministère de l'Environnement. En fait, c'est l'autorisation qui nous manque. On est en demande pour installer une autre série de pointes, donc un nouveau puits, un peu plus à l'est. M. Gaston, c'est d'où je parle. Alors donc, et ce qu'on s'est aperçu, c'est que l'hydrogéologue nous recommandait, dans son rapport, une certaine superficie quant à l'évaluation de la faune et de la flore à cet endroit-là. Et les documents qu'on a déposés devant le ministère de l'Environnement, donc la superficie étudiée, parce qu'il y a eu une première étude, elle n'est pas égale à ce que l'hydrogéologue avait demandé. Alors, on veut s'assurer qu'on respecte finalement ce que l'hydrogéologue nous a demandé comme étude, et c'est pour ça qu'on irait avec un complément d'études pour s'assurer qu'on respecte bien ce que l'hydrogéologue nous a recommandé de faire. C'est un puits important, hein, on le sait, il y a plusieurs développements de la municipalité qui sont attachés à la réalisation de ce puits-là. Alors, on veut s'assurer qu'on ait l'information pertinente et nécessaire pour pouvoir aller de l'avant. Ça va, Monsieur Gaston Champagne? À tous les étés, on avait des restrictions pour l'eau. Bon, mettons, les journées paires et impaires pour arroser. Moi, j'en rencontre, le monde s'arrose n'importe comment. Il n'y en a pas cette année? Ça existe, oui. Il faut les respecter. Ça, c'est comme citation. Ben, c'est un peu comme... on dirait qu'il n'y a pas de suivi pour ça. Bien, pas de suivi. Écoutez, c'est un peu comme le stationnement sur la rue Robillard. À un moment donné, on demande aussi la participation des gens. Il faut que les gens soient... Mais il faut faire attention aussi, M. Champagne. Il peut y avoir des gens qui ont des pointes. Oui, mais sur Notre-Dame, il y en a qui arrosent des bicycles à gaz. Oui, mais il n'y a pas de pointe. Il va falloir, si c'est le cas, si ce que vous me dites se fait, bien, il va falloir effectivement resserrer tout ça. Parce que pour le moment, puis je tiens à le préciser, je précise à chaque fois, il n'y a pas de problème d'alimentation en eau à Lanoraie.
Ouais, mais il n'y a peut-être pas de problème. Là, vous dites que ça va prendre encore 6 pointes. Là. Non, je ne dis pas que ça prend 6 points qui s'appellent depuis 6.3. Ouais. C'est des pointes de 1,5 pouce à 2 pouces en parallèle avec le fleuve. Là. Mais ça, c'est pour les projets qui s'en viennent. Ils sont attachés à cela. Donc, ils ne peuvent pas démarrer. En tout cas, ils ne peuvent pas démarrer tant qu'on n'a pas... Bien, on va y voir, c'est effectivement. Puis vous avez vu, il y a plusieurs villes au Québec qui, présentement, là, prennent des mesures très, très... M. Champagne, il fallait fermer le micro si vous discutez parce que les gens n'entendent pas ses commentaires. Ah, d'accord. Il faudrait que vous approchiez au micro, M. Champagne, si vous avez d'autres commentaires à faire. Parce que M. Champagne, ce que M. Champagne nous disait, dans le fond, c'est qu'il y avait des gens qui arrosaient malgré l'interdiction d'arroser, parce qu'il y a des jours pairs et impairs. Alors moi, ce que je dis aux gens, regardez, respectez la réglementation, c'est encore la meilleure façon. Il ne faut pas attendre d'avoir un avis ou d'avoir une contravention. Il faut respecter cela. Je pense que tout le monde va y gagner. Tout le monde va y gagner si tout le monde respecte la réglementation. Alors, c'est une ressource qui n'est pas inépuisable, c'est une ressource qui vaut son pesant d'or. On le sait, il y a plusieurs municipalités au Québec qui sont aux prises avec des difficultés présentement. On n'a pas ce problème-là. On l'a vécu à la fin des années 90. On ne veut pas revivre ça. Alors donc, je reviens à l'étude complémentaire. Donc, c'est de s'assurer effectivement qu'on a toute l'information qui nous a été fortement suggérée par l'hydrogéologue. C'est pour ça qu'on irait avec une étude complémentaire pour s'assurer que toute l'information est entre nos mains. Puis en tout respect aussi pour des experts qui nous conseillent. Ils l'ont bien fait en 2000. Alors, ils l'ont fait par la suite, puis ils le font maintenant encore. Alors, on irait de l'avant avec ce genre de proposition-là. Est-ce que j'ai un proposant? Je suis en compagnie de Anthony Asselin. Bonjour, Anthony. Tu es un des porte-parole pour la sclérose en plaques et tu es porteur de la maladie. Tu es atteint de la sclérose en plaques. Merci de nous parler aujourd'hui. C'est un témoignage très intéressant. Merci de me recevoir. Ça me fait plaisir. Anthony, on va juste dire un petit peu, tu as 25 ans présentement, mais tu as su à 18 ans que tu avais la sclérose en plaques. Peux-tu nous parler un petit peu qu'est-ce qui a amené à ce diagnostic-là? Qu'est-ce qui a fait que tu sais que tu as la maladie? Oui, bien dans le temps, j'étais au cégep puis je jouais au football contact extérieur. Puis là, j'ai commencé à avoir des petits symptômes vraiment sensoriels, donc des petits fourmillements, des petits engourdissements, des insensibilités, puis un manque de coordination dans mes membres inférieurs. Puis là, c'est ce qui m'a poussé à aller consulter. Puis là, finalement, de fil en aiguille, après certains tests, j'ai été diagnostiqué de la sclérose en plaques à 18 ans. Est-ce que tu avais justement des petits problèmes, comme tu parles de coordination? Est-ce que pour toi, c'était important de trouver d'où ça venait? Parce que tu t'apercevais que ça ne t'aidait pas là, au niveau quotidien. Il n'y avait pas juste le sport, il y avait sûrement aussi un petit peu au niveau des choses normales d'une journée. Là. Je dirais que ça ne m'affectait pas nécessairement dans mes activités au quotidien parce que c'est ça, c'était vraiment dans les membres inférieurs. Donc j'étais 100% fonctionnel. C'était vraiment plus quand j'essayais de courir, par exemple, que là, je voyais qu'il y avait des petits manques. Mais c'est sûr que, après quelques semaines, je me disais, ça va passer, mais après quelques mois, je me suis dit, je pense que c'est le moment que je dois aller consulter. Tu as sûrement été accompagné de tes parents dans toute cette situation-là. C'est quoi la première réaction à 18 ans quand tu te fais dire j'ai la sclérose en plaques? Ça doit faire un choc, tu dois dire tout s'effondre? Pas nécessairement. Évidemment, il y a un paquet de questions qui survient quand on se fait donner ce diagnostic-là, mais pour ma part, c'était plutôt un soulagement, entre guillemets, parce que comme ça, au moins, je savais à quoi faire face, je savais un petit peu plus à quoi m'attendre, puis j'avais au moins des options au quotidien pour améliorer ma situation légèrement. Donc, c'est sûr que c'est pas satisfaisant de recevoir un diagnostic, mais en soi, il y a pire comme mauvaise nouvelle. Oui, il y a pire comme diagnostic et tout. Donc, tu chemines dans cette maladie-là. Présentement, est-ce que tu as de la médication? Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce que tu es stable? Ou tu es conscient que ça peut évoluer? Souvent, on nous dit que ça fait des pics, puis après ça se stabilise, puis on ressent des différents symptômes. Pour la forme de ma sclérose en plaques, pour l'instant, c'est relativement difficile parce que ça fait seulement, entre guillemets, encore une fois, 4 ans que j'ai été diagnostiqué. Donc, on suit la situation de près. C'est difficile à dire. Oui, je suis médicamenté. Oui, ma situation est relativement stable dans le sens où je n'ai pas de nouveaux symptômes. Ça n'affecte pas mon quotidien.
Mais c'est sûr que c'est quand même pas un bilan que rose. OK. Et tu me parles d'enfants, présentement, tu as moins de... ça l'affecte moins. Est-ce que de prime abord, quand tu rencontres quelqu'un ou tu rencontres des personnes, tu dis j'ai la sclérose en plaques ou c'est quelque chose qui est tabou? Tu sais, je veux dire que la réaction des gens, il faut quand même des fois qu'on comprenne des fois des situations que tu es moins capable de faire. Là. Oui, évidemment, quand il y a des activités que je suis limité, par exemple, je ne me gêne pas de le dire que j'ai la sclérose en plaques parce que ça reste que ça peut paraître tabou, mais c'est absolument pas de ma faute, puis c'est pas un sujet tabou, ça reste que c'est la vie qui a décidé que j'avais la sclérose en plaques. Donc non, ça ne me dérange pas d'en parler, évidemment, je ne le crie pas sur tous les toits parce que c'est pas nécessaire, mais je te dirais que ça, c'est un des gros défis de vivre avec la sclérose en plaques. Tu peux croiser n'importe qui dans la rue, tu n'as aucune idée qu'il est atteint de la sclérose en plaques parce que ça ne paraît tout simplement pas. Donc oui, c'est ça, mais non, je le dis pas à tout le monde que je croise dans la rue. Je suis quand même capable de faire mon quotidien sans le dire. OK, parfait. On parle d'association de sclérose en plaques. Tu as décidé de t'impliquer en tant que bénévole porte-parole. C'est justement pour démystifier la maladie. C'est quoi ton objectif? C'est quoi ta pensée par rapport à ça? Oui, bien, ça remonte à quand même longtemps. Quand j'ai été diagnostiqué de la sclérose en plaques, j'avais vraiment l'objectif de m'impliquer, de donner un petit peu un sens à ma vie et de redonner à la communauté. Donc, c'est vraiment là qu'est venu le désir de m'impliquer dans la sclérose en plaques. Puis, c'est vraiment pour aider les gens qui vivent cette expérience de vie-là, puis vraiment pour... j'ai oublié le terme, mais vraiment pour créer un engouement autour de la maladie, pour en discuter, pour aider les gens. Puis c'est vraiment pour ça que je m'implique. Parce que la sclérose en plaques, l'association, on pourrait dire, fait beaucoup d'efforts, premièrement, je pense, pour vous aider, pour justement offrir des services, et faire de la recherche aussi, là, parce que ça n'arrête pas la recherche. Non, ça l'arrête absolument pas. Puis la recherche est vraiment primordiale pour la sclérose en plaques. Puis c'est ça, tous les fonds qui sont amassés sont vraiment remis aux sociétés pour améliorer les soins, le service, les traitements, puis en soi, la qualité de vie des personnes atteintes de la sclérose en plaques. Donc, le 18 août, ça va être une journée importante pour toi. On me disait, c'est ton anniversaire, bon anniversaire. Mais le 18 août aussi, c'est important parce que c'est une journée nationale qui est organisée avec AW pour ramasser des fonds, c'est bien ça? Oui, en plein ça, le 18 août, donc jeudi prochain. C'est une immense journée nationale avec AW. Donc, à chaque teen burger vendu durant cette journée-là, bien 2 $ par burger seront remis à la sclérose en plaques. Vas-tu manger beaucoup de burgers cette journée-là? Vas-tu t'impliquer? Assurément. Est-ce que tu prévois de promener un petit peu dans la région de la Naudière pour aller à la rencontre des gens, pour parler, on pourrait dire, c'est bien heureux, je vais parler de la maladie, inciter les gens à s'impliquer dans ça? Oui, évidemment, je vais essayer de faire le plus de réseautage possible. Je vais me déplacer dans la région. Je ne peux pas dire malheureusement quand et où que je serai, mais oui, je vais me déplacer assurément. D'accord. Donc, on pourrait dire tous les AW, en autant qu'ils soient franchisés et ouverts, on s'entend, participent à cette journée-là? Oui, en plein ça. D'accord. Bon, bien, je te remercie beaucoup, Anthony, puis on te répète bon anniversaire. On va t'espérer encore plusieurs années et qu'on trouve des solutions pour cette fameuse maladie de la sclérose en plaques. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Je suis en compagnie de M. Louis Adam, qui est le directeur général division, je ne vais pas me tromper, Atlantique et du Québec pour la Société canadienne de la sclérose en plaques. C'est bien ça? C'est bien ça. Vous avez mon titre tout à fait correct. D'accord. Et bonjour, premièrement. OK. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes en poste, que vous êtes impliqué au niveau de... Écoutez, oui, c'est une excellente question. Moi, ça va faire 18 ans cette année que je suis directeur général de la Société canadienne de la sclérose en plaques, Québec et Atlantique. Alors, c'est une maladie que je connais bien, c'est une cause que je connais bien. C'est une belle organisation, la Société canadienne de la sclérose en plaques, dans le fond, là, qui vise à financer la recherche en sclérose en plaques, puis 2, à donner des services et programmes aux personnes qui sont atteintes de la maladie. D'accord. Donc, c'est une organisation qui est pan-canadienne, c'est ça que je comprends, qu'il y a différentes régions, il y a différents directeurs généraux pour des régions différentes, c'est bien ça? Bien, vous voyez, c'est une société canadienne, effectivement.
Au Québec, on a une structure un peu différente du reste du Canada, c'est-à-dire qu'on a des sections locales. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des sections un peu partout dans toutes les régions du Québec avec des employés qui sont là pour organiser des collectes de fonds, mais aussi donner des services aux programmes atteints, aux personnes atteintes. D'accord. Donc, quand je parle de l'Association de la sclérose en plaques de Lanaudière, ça relève un peu de vous. C'est ça qu'on comprend? Exact, c'est en plein ça. On est affiliés ensemble, on travaille ensemble. C'est une seule grande équipe. Une seule grande équipe qui combat cette maladie, qui, Oui, tout à fait. qui quand même touche à beaucoup de gens, hein, c'est ça. C'est quelque chose qui est difficile à diagnostiquer à cause de plusieurs symptômes. C'est ça qu'on a appris dernièrement. Et je pense que vous êtes là justement en termes de communication aussi et je ne dirais pas d'annoncer la mauvaise nouvelle, mais d'informer et de faire prendre conscience de cette maladie-là. Ouais, effectivement, c'est une maladie neurologique qui est assez complexe. C'est une maladie neurologique qui touche les gens de façon différente. Il y a des personnes vous avez des personnes qui sont légèrement atteintes de la sclérose en plaques, qui ont quelques poussées dans leur vie, puis d'autres personnes qui malheureusement vont avoir une sclérose en plaques plus agressive, qui vont faire en sorte qu'ils vont se retrouver en fauteuil roulant où leur qualité de vie va être fortement affectée. Là. C'est ça. Et on répète toujours, comme je le dis à chaque entrevue sur la sclérose en plaques, on ne meurt pas de la sclérose en plaques. C'est une maladie dégénérative. Oui, on comprend que ça peut amener à des effets, on pourrait dire, à la fin, là, comme vous dites, tout ça, mais techniquement, ce n'est pas de ça qu'on meurt quand on a cette maladie-là. Vous avez tout à fait raison. C'est sûr que quand on a une sclérose en plaques plus agressive et qu'on est en fauteuil roulant, bien, il y a des dommages collatéraux au fait d'être inactif, d'être assis dans un fauteuil ou d'être alité. Alors, c'est sûr que ça aide pas je dirais, à avoir une espérance de vie totalement comme tout le monde, là. Mais je vous dirais, c'est pas une maladie dont on meurt, c'est pas une maladie mortelle, effectivement, la sclérose en plaques. Et ça va quand même de jeunes. On parle il y a des 10 ans, 18 ans, le jeune homme qu'on a interviewé il y a tantôt, il avait 18 ans. Donc, ça couvre toutes les tranches d'âge, là. Cette maladie-là ne regarde pas en disant, bon, ben eux autres, je vais laisser faire les jeunes, puis je vais attaquer les plus vieux. C'est vraiment toutes les tranches d'âge de la vie qui peuvent être attaquées, là. Vous voyez, le diagnostic se donne habituellement entre 20 et 49 ans. C'est 3 fois plus de femmes que d'hommes. Mais vous avez raison de soulever le fait qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont atteints de la maladie. Il y a une première clinique de sclérose en plaques qui va s'ouvrir à l'hôpital Sainte-Justine, d'ailleurs, bientôt. Il y a le Children de Montréal, l'hôpital pour enfants de McGill, qui a des enfants qui ont la sclérose en plaques jusqu'à l'âge de 2 ans, où il y a eu des diagnostics. Alors, c'est très particulier comme maladie. Puis malheureusement, oui, il y a de plus en plus d'enfants qui sont atteints. Est-ce que c'est justement à cause de la recherche qu'on peut diagnostiquer de plus en plus tôt? Est-ce qu'il y a des tests, des choses qui sont faites qui aident à cibler plus le diagnostiquer plus rapidement, donc le traiter plus rapidement? La société a investi beaucoup d'argent en recherche au niveau de l'imagerie médicale, effectivement, pour développer des technologies qui sont qui font en sorte qu'on peut diagnostiquer la sclérose en plaques un peu plus facilement qu'avant, puis oui, en plus bas âge. Fait que c'est sûr que ça l'a aidé à diagnostiquer la sclérose en plaques. Maintenant, il y a quelque chose dans notre environnement, parce que vous le savez, puis le Canada, là, chez nous, dans notre pays, que le taux de sclérose en plaques est un des plus élevés dans le monde. Il y a quelque chose chez nous, dans notre environnement, qui fait en sorte que c'est comme ça. Là. Puis ça, on investit énormément d'argent pour essayer de comprendre la cause de la maladie et de trouver pourquoi c'est comme ça. D'accord. Donc, si on en revient, on parle de cause de la maladie, beaucoup d'argent. Donc, le 18 août, c'est bien ça, c'est une campagne nationale là, qui va être faite au niveau de la sclérose en plaques dans tous les AW du Québec, du Canada, partout, coast to coast, c'est bien ça, là, c'est vraiment une implication importante de cette chaîne de magasins-là. Oui, on est très heureux de les avoir comme commanditaires national, de fait. Oui, ça se passe à travers le pays. Donc, le 18 août, les gens qui vont aller au restaurant de AW vont pouvoir commander un Teen Burger. Pour chacun des Teen Burgers, c'est 2 $ qui est remis à la société. Les gens peuvent faire un don, peuvent arrondir leur facture pour supporter la cause. Là. Alors, c'est dans tous les restaurants AW à travers le pays. Cette année, on vise à amasser 1,5 million, ce qui est beaucoup de sous. Cet argent-là, je vous le disais tantôt, oui, elle va aller à la recherche et aux programmes et services là, pour les personnes atteintes. Est-ce que c'était facile de faire une relation entre AW et vous? Est-ce que c'était quelque chose qui est devenu naturel?
où vous avez travaillé très fort, on pourrait dire, pour pouvoir réussir cette journée-là, là, parce que ça demande beaucoup de planification de faire ça, là, ces choses-là. L'histoire de AEW, de la société, c'est assez particulier parce que c'est quelqu'un dans un restaurant AEW de Saskatchewan, de fait, qui travaillait pour le franchisé de AEW. La personne avait la sclérose en plaques et le franchisé a décidé, bien regarde, on va faire une journée pour toi, on va ramasser des dons, dans le fond, pour la sclérose en plaques en mettant un montant d'argent sur chaque Teen Burger. Et AEW a entendu parler de cette histoire-là, a trouvé que l'idée était fort intéressante et donc choisi la sclérose en plaques. C'est la cause de AEW, la sclérose en plaques. Donc, depuis 14 ans, là, on bénéficie de cette commandite-là, qui est une commandite importante. Tantôt, vous me parliez de 1,5 million. C'est sûr que vous voulez avoir plus. On prend toujours plus que ce qui arrive. Et on parlait de recherche. Est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent pour cette maladie-là? Est-ce que vous avez des aboutissements, des choses qui sont des bonnes nouvelles qui s'en viennent peut-être en traitement ou en diagnostic là, pour la maladie? Il y a une piste de recherche qui a été annoncée cette année au mois de février. C'est une recherche qui a été faite par l'Université Harvard aux États-Unis, qui a démontré, ça a duré des années, là, ça a été fait sur des milliers de soldats américains qui font ça sur une base volontaire. Là. Ça a démontré que quand on est atteint du virus Epstein-Barr, qui est le virus de la mononucléose, là, on a 32 fois plus de chances quand on est atteint du virus de développer la sclérose en plaques. Alors, il y a un lien, là, je pense, qui semble être assez évident comme déclencheur de la maladie. Alors, la société a décidé, avec la société américaine, d'investir dans la recherche un peu plus poussée sur les facteurs déclencheurs de la maladie, dont le virus Epstein-Barr. Parce qu'on le voit, là, c'est 32 fois plus, c'est marquant là, comme indicateur. Alors, on va continuer à mettre de l'argent là-dedans, évidemment, pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Donc, j'aimerais dire, votre poste n'est pas en jeu, malheureusement. Vous avez beaucoup de travail à faire encore pour quelques années. Puis, je pense qu'on peut rappeler d'inviter les gens à aller à notre AW. On en a un localement ici, à partir de toute la journée du 18 août, pour aider à la cause. Oui, absolument. Merci de le rappeler parce que c'est important qu'on mobilise le plus de gens là, à aller manger un Teen Burger. Surtout que c'est un bon hamburger. En plus, là, je vous dis, moi qui aime les hamburgers, je dirais que c'est une de mes chaînes préférées. Alors, je pense que de demander aux gens, rendez-vous, allez-y, arrondissez votre facture si vous voulez, faites un don à la société. Vous allez changer la vie des gens qui ont la sclérose en plaques dans votre localité. Là. Parce que cet argent-là, oui, elle sert à la recherche, mais elle sert aussi à soutenir les gens sur le plan local. Et je pense qu'il va y avoir plein de petites activités dans chaque AW où les porte-paroles vont se promener, là, on va pouvoir les rencontrer. Ouais. Bon, ben, c'est une journée bien animée, le 18 août. D'accord. Ben, merci beaucoup, M. Adam, puis on se reparle pour avoir les résultats, justement, et savoir où va la recherche. Merci. Avec grand plaisir. Merci pour l'entrevue. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup, monsieur. C'est pas plus compliqué que ça, mais je pense que c'est important, puis on va en reparler. Ça va être beau. Merci. Excellent. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir. Donc, c'était une belle rencontre. Oui. Maryse, vous, La Chapelle. Oui. Vous êtes contente du résultat? Qu'est-ce que ça vous a fait quand ça avait terminé hier, aujourd'hui, l'installation? Avez-vous dit oui? Ça reflète qu'est-ce que je voyais, qu'est-ce que je voulais? Oui. C'est sûr qu'au début, on a comme une intuition. On a une intuition, ah oui, ça va fonctionner, mais on a quand même travaillé. Ah oui, ça marche là, non, ça marche pas, on va changer. On joue avec l'espace, vraiment. Mais on est très contente du résultat parce que c'est vraiment, l'œuvre est vraiment intégrée. Déjà, il y a 2 ou 3 personnes dans le public qui ont dit on dirait que cette œuvre-là a été faite pour cet espace-là. Donc, en partie, c'est vrai, on l'a retravaillé pour l'espace. Donc, on est vraiment content du résultat. Et aussi, le public aime ça beaucoup parce que, comme vous avez pu voir, il y a des petits chemins qui sont tracés. Donc, le public, ça fait, à un moment donné, ça fait partie de l'œuvre. Donc, le public arrive comme, je vais voir 1, 2, 3 tableaux et les gens doivent comme vraiment être présent, prendre le temps, être présent dans l'œuvre, voir où je marche, où je m'en vais, je vais en haut, je vais en bas, je vais là. Donc ça, moi je trouve ça, j'aime ça beaucoup. Et ça s'intègre super bien. Et aussi, ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est comme la chapelle, mais en même temps, c'est pas la chapelle. Oui. Donc peut-être tu peux parler de ça. Oui, donc ça s'est bien passé, tu es contente du résultat? Ah oui, moi je suis complètement emballée, je suis tellement
c'est ça, c'est très... on rentre dans la chapelle, mais on a l'impression que c'est très surréel, onirique. On se voit, on peut voir notre reflet dans les miroirs, mais le miroir se reflète à lui-même. Quand on est en haut, il y a un autre miroir, puis en tout cas, moi, je me retrouve là, je suis comme, c'est ça, dans un... Je trouve que c'est ça, la chapelle, puis l'esprit justement de Catherine qui est décédée, qui est enterrée en dessous, toute la féminité, la force de tout ça, tout est, je sais pas, je trouve que c'est vraiment parfait comme projet dans la chapelle. En terminant, on rappelle que c'est jusqu'au 4 septembre? Jusqu'au 4 septembre. Donc, Et vous, madame, par la suite, est-ce que l'exposition va être itinérante ou c'est, comme on dirait, un one-shot day? Est-ce que vous refermez, vous repartez un jour, vous allez la ressortir ou vous avez des comme planification, comme plan d'aller la présenter ailleurs après? Bon, là, ça a été présenté à Montréal, ça a été présenté à Longueuil. Là, j'ai présenté ça ici en Colombie aussi. Donc, ici, j'ai présenté à Toronto. Donc, il a quand même voyagé pas mal. Ouais. Mais c'est sûr que ça va être présenté sûrement ailleurs, mais ce ne sera pas la même chose. Ça sera pas la même chose. Et vos projets à vous par la suite, on parle d'un film, là, je sais qu'il y a un documentaire qui était tourné tantôt avec vous. Oui, présentement, il y a une maison de production qui est en train de faire un documentaire sur mon travail. Donc, ça aussi, j'étais vraiment content qu'il vienne ici parce que c'est sûr, normalement, c'est à Montréal. Oui. Donc, j'étais vraiment content que c'est des gens de Toronto qui viennent voir un peu en région qu'est-ce qui se passe, qui voient d'autres façons de faire, d'autres lieux où on peut quand même exposer de l'art contemporain. Ça, c'est important aussi. Pouvoir exposer de l'art contemporain dans un lieu comme ça, dans un village comme ça, moi, je trouve ça génial. Et ben, c'est aussi beaucoup merci grâce au travail des jeunes travailleurs culturels, travailleuses culturelles comme Maryse qui prend des risques, parce que c'est quand même, faut prendre des risques pour essayer de présenter de nouvelles choses. Le public est intelligent quand même, donc il faut leur donner aussi mais avez-vous d'autres projets par la suite à l'automne? Faites-vous d'autres expositions? Peut-être pas avec celle-là, mais avez-vous vous vous promenez? On va pouvoir vous revoir dans d'autres expositions? Mais là, je vais présenter des performances à Chicoutimi. Puis là, j'ai des expos l'année prochaine à Toronto. Oh. Oui, il y a quand même des choses qui s'en viennent. Vous enseignez aussi encore, hein? Ben non, en fait, j'ai fini un doctorat l'année passée. Là, je vais commencer un stage postdoctoral à l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, mais j'ai commencé un projet de création entre Colombie et Québec. Et aussi, on est en train avec Maryse, des petits projets que j'aimerais faire ici, c'est bien. Avec la communauté et avec d'autres artistes d'ailleurs qui on aimerait inviter, mais on ne sait pas, ça commence à... On est ouvert à tout. Ça germe. Bon, ben je vous remercie à vous deux, c'est bien apprécié. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir Maryse, ça va bien? Ça va bien, merci. On était 5 à 7 ici ce soir au musée de la Chapelle des Cubains et tu nous présentes une de tes artistes en exposition, en présentation aujourd'hui, c'est madame Claudia Bernal. On est très honorés de la recevoir ici à la Chapelle des Cubains à Berthierville. J'ai pris une chance cet hiver. J'ai envoyé un petit courriel par son site web parce que je connaissais son travail. Puis les sujets qu'elle traite, tout ça me parle. Elle utilise beaucoup justement l'espace. Puis je me dis, oh mon Dieu, j'aimerais ça la voir dans la chapelle, qu'elle s'approprie un petit peu l'espace. J'ai pris une chance, j'ai envoyé un courriel, elle m'a répondu. Je suis très étonnée. Tout énervée, oui, parce que madame, elle a quand même une très bonne biographie, quelque chose d'impressionnant. Fait qu'on est vraiment choyés de pouvoir présenter son travail qui s'appelle Les Somnambules. C'est jusqu'au 4 septembre. Qu'est-ce qui vous a inspiré quand Maryse vous a écrit justement pour dire seriez-vous intéressé à participer à exposer ici la chapelle? Êtes-vous allé voir le site? Êtes-vous allé voir un petit peu? Avez-vous posé des questions en voulant dire c'est quoi cette affaire-là? Ben oui, c'est sûr, je connaissais pas, je n'étais jamais venue à Berthierville, je connaissais pas la chapelle, donc je suis allée voir. Et j'ai beaucoup aimé l'espace, c'est sûr, comme Maryse dit, je m'intéresse beaucoup à l'espace dans mon travail. Donc je me suis dit, ça va être vraiment une belle occasion d'explorer. J'aime beaucoup explorer, toujours expérimenter de nouvelles choses. Et aussi, ce que j'aime d'exposer dans des lieux comme ça, c'est la rencontre avec des publics différents, d'autres personnes, de sortir des circuits traditionnels ou plus courants pour les artistes à Montréal, ou les artistes de Montréal aussi. Donc ça m'inspire beaucoup d'aller voir en région d'autres lieux que je connais pas, des personnes qui vont pas nécessairement aller voir mon travail parce que c'est justement pas dans les circuits. Vous venez la rejoindre, vous venir rejoindre
beaux gens là, qui veulent vous rencontrer. Oui, ça m'intéresse. Ici, la chapelle, bien, il y a beaucoup de passants avec la période estivale. Ouais. Ça vous donne la possibilité de vous faire connaître. Exactement. J'ai regardé un petit peu le genre d'exposition que vous nous présentez. C'est comme trois photographies qui ont été travaillées. C'est ça. Est-ce que c'est une exposition spécifique ici pour la chapelle ou c'est quelque chose que vous aviez fait et que vous venez nous présenter ici? Bon, en fait, oui et non. C'est une œuvre que j'ai créée à la base en 2018. Non, excuse-moi, en 2014-15. Okay. Mais c'est une œuvre que j'ai transformée et que je transforme selon le lieu d'exposition. Okay. Et des fois, je vais en général ajouter des choses ou changer les dispositions, la disposition des objets ou selon les lieux, ça m'inspire les lieux. Donc ici, les lieux, ça m'a beaucoup inspiré et c'est petit, mais en même temps, c'est grand. Donc, j'ai vraiment, avec l'aide de Maris aussi, on a vraiment regardé l'espace, analysé l'espace de la chapelle et on a beaucoup travaillé sur comment intégrer l'œuvre, comment la présenter d'une nouvelle façon et en vraiment l'intégrant au lieu. Que donc, dans le fond, c'est vraiment, on pourrait dire, une nouvelle exposition, une nouvelle œuvre. C'est vraiment une nouvelle présentation. Là. Exactement. C'est la même œuvre, mais c'est présenté vraiment pour le lieu. Et comme les miroirs dorés, je n'avais jamais présenté avec cette œuvre-là, c'est la première fois. Et la disposition des objets, c'est sûr que ça change complètement selon le lieu. Et aussi, Maris m'a raconté l'histoire de la chapelle et on trouvait que ça fonctionnait vraiment bien. Et à cause de l'histoire des... Catherine, décédée en couche, puis Claudia aussi a traité beaucoup ce sujet-là. Oui, donc, Bonjour tout le monde, mon nom c'est Evelyne, je suis conteuse, fileuse et je fais un projet ici à la chapelle toute la semaine qui s'appelle Au fil de la lune. Et j'avais envie de partager avec vous un peu qu'est-ce que c'est mon projet, vous faire découvrir un petit peu aussi comment on fait des films et peut-être puis sûrement, très certainement, vous raconter une histoire aussi. Alors, vous êtes prêts? Alors, c'est ça. Qu'est-ce que ça, c'est des fils ici? Qu'est-ce qu'on fait avec des fils dans la vie? Vous pensez? Oui? On fait des chandails, oui? On peut tricoter, oui? Oui? Ouais, hein? Sûrement des trucs, tricoter aussi ou au crochet. Y a-t-il d'autres choses, les filles? C'est ici que ça se passe. Si? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec des fils, vous pensez? Oui? On fait des manteaux. En fait, on fait tous nos vêtements. Mais en fait, est-ce qu'on les fait maintenant, nos vêtements? Pas vraiment, hein? Quand on veut un vêtement, qu'est-ce qu'on fait? Au plus, on va choisir quelle boutique, quel magasin on va, puis on va acheter nos vêtements. Mais si on pense à il y a 100 ans, c'est même pas si loin, mais les gens, s'ils voulaient un chandail, s'ils voulaient une robe, il fallait qu'ils se le fassent eux-mêmes. Et on faisait beaucoup de vêtements en laine. Alors ici, merci. Alors ici, vous voyez, ça c'est de la laine de mouton. Elle n'a même pas encore été tout à fait lavée, ça s'appelle la toison. Hein? Alors les gens, il y avait des moutons à la maison, ils pouvaient en avoir 3 ou 4, et avec ça, ils faisaient les vêtements pour toute la famille. Là, c'était pas des petites familles, hein? Il y avait combien de personnes dans les familles, vous pensez, dans ce temps-là? 10! 12! Ah, vendus! Hein? C'est ça. Il y en avait beaucoup d'enfants. Donc, il pouvait y avoir des fois des toutes petites familles, c'était 5 enfants, puis après, il y en avait, ça dépendait des endroits au Québec, mais c'était des grosses familles. Alors, on avait quelques brebis, ça c'est la femelle du mouton, et on la transformait pour faire notre fil. Donc, moi, j'ai toujours la laine du mouton, c'est comme les cheveux. Qu'est-ce qu'on fait quand on a les cheveux trop longs? On les coupe. Donc, on va couper la laine du mouton. À quelle saison vous pensez qu'on va couper la laine du mouton? Oui? L'été, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait chaud. Ça, c'est la bonne logique, mais c'est pas cette saison-là, je l'ai entendu. Au printemps, juste avant l'été. Comme ça, ben, il n'y aura pas chaud pendant l'été, mais ça va avoir eu le temps de pousser parce que quand l'hiver va arriver, là, il veut son manteau de laine. Hein? Fait que ça lui donne un petit peu plus de temps au printemps pour que la laine, elle, soit plus longue. Ensuite,
qu'est-ce qu'on fait quand on a les cheveux tout sales? On les lave. On les lave, hein? Mais c'est la même chose avec la laine. Donc, je vais prendre la laine du mouton comme ça. Je vais la mettre dans un gros chaudron. Mais il faut faire que je fasse attention, je vais juste la mettre dedans. Il ne faut pas que je la frotte comme on veut frotter du linge. Sinon, ça va tout se prendre ensemble. Parce que si on regarde là, la laine avec un microscope, on va voir qu'il y a plein d'écailles dessus. Et quand on frotte la laine, les écailles ils vont se prendre ensemble. Ça va feutrer. Ça va devenir tout compact, puis on ne pourra rien faire avec. En fait, on pourrait faire d'autres choses, mais on ne pourra pas faire du fil. Maintenant, ils font des balles de feuilles pour mettre dans la sécheuse. Ça, c'est fait avec la laine comme ça. Puis aussi, ben, c'est ça, ils faisaient des chapeaux. Puis il y en a même qui faisaient des yourtes. Ça, c'est des maisons. Dans un pays lointain. Je ne trouve pas le nom. Mais eux, tout le dessus, c'était des grosses tentes. Et le dessus, c'était fait en feuilles. En laine de yak ou en laine de gros animaux. Alors, une fois qu'elle est lavée, elle va ressembler plus à ça. Elle va être plus blanche, vous voyez? Et là, quand on a les cheveux tout mêlés, qu'est-ce qu'on fait? On les démêle, on les brosse. Les brosses du mouton, ça s'appelle... ça s'appelle des caves. Ça ressemble un petit peu aux brosses du chien ou du chat. Hein? Si vous avez un chat ou un chien à la maison, des fois, ça ressemble un peu à ces brosses-là. Mais c'est plus gros un peu. Donc, je vais prendre la laine. Et là, je vais l'accrocher comme ça. Je vais la garder. Des fois aussi, ce qu'on faisait faire aux enfants, on prenait de la grosse laine comme ça, on la faisait ouvrir. Là, la poussière et les bouts de foin tombaient. Puis là, ben, c'était plus facile après de la carder. Ça, c'était le travail des enfants. Alors là, vous voyez, hein, elle est toute prise. Tranquillement, elle va devenir comme un nuage. Des fois, s'il reste encore de la poussière, ça l'enlève. Ce que ça fait surtout, vous voyez, ça fait comme des lignes un petit peu. Si je tire dessus, ça aligne la laine. Vous voyez? Voyez-vous? Ça fait comme de plein, toutes les petites lignes, ils s'en vont toutes dans le même sens. Ça, c'est parfait pour faire un fil, parce que pour faire...